y a deux tendances qui peuvent se dessiner à la suite de cette situation exceptionnelle. Soit nous entamons une réflexion sur nos modes d'action futurs, nous dressons des bilans, nous prenons le temps de la réflexion et nous questionnons nos pratiques, soit nous faisons comme si de rien n'était, et cette année virtuelle va finalement accentuer la tendance à la baisse de mobilisation et à l'essoufflement des revendications sur la question du 24 avril. On assiste à deux phénomènes qui sont, pour ma part, que j'estime pour ma part très inquiétants. Premièrement, la perte de sens du 24 avril. Beaucoup de jeunes et de gens, hein, de manière générale, qui viennent aux manifestations du 24 avril chaque année, ne savent, si on leur on propose un sondage, ne savent pas expressément pourquoi ils sont là, où ils vont sortir des revendications très floues. Et ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que les messages qui leur sont délivrés sont souvent contradictoires, confus, etc. Une perte de sens du 24 avril et aussi une dépolitisation de cet événement. Et je sais que le mot politique est parfois galvaudé et il peut susciter la méfiance. Quand je dis dépolitisation, cela veut dire qu'on a extirpé nos revendications des champs de l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est plus nos revendications qui priment le 24 avril, mais des discours politiciens. Et le deuxième pendant de cette perte de sens du 24 avril, c'est que c'est devenu un événement où les candidats aux élections présidentielles viennent se vendre à la foule. Nous avons transformé notre jour en hommage à nos morts, notre lutte pour la dignité et notre moment de revendication en une tribune politicienne, et c'est très regrettable. Alors, on peut dire que cette année, c'est la faute de l'épidémie et que chaque année, c'est la faute de l'État turc, mais il convient aussi de nous interroger et de dresser des bilans sur la cause arménienne. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières décennies? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Si nous estimons que justice a été obtenue, que le préjudice national et collectif a été réparé, si nous estimons que le négationnisme de l'État turc n'a plus cours, que la communauté arménienne de Turquie est en sécurité et que l'État turc n'est plus une menace pour l'État arménien dans la région, alors effectivement, continuons comme nous faisons depuis quelques années à commémorer un peu sans trop savoir quoi faire. Si nous estimons que c'est tout le contraire, alors il faut réintroduire des concepts, alors il faut réintroduire des idées, alors il faut réintroduire, j'aime pas trop ce mot, mais des revendications. Parce que les signes du déclin sont nombreux. Sous couvert de modernisme, de montrer une image de nous assimilés, modérés, je ne sais trop quoi, nous sommes devenus inaudibles. Nos revendications ont disparu de l'espace public français et en réalité, c'est pareil dans plein de pays de la diaspora. Avant, lorsque vous fréquentiez les milieux politiques, ils savaient le corpus des revendications arméniennes. Ils n'étaient pas forcément d'accord, ils ne donnaient pas tout le temps raison, mais en tout cas, ils savaient, ils identifiaient quels étaient les éléments prégnants des revendications arméniennes. Et parfois même, ils reprenaient la sémantique des militants de la cause arménienne. Un exemple tout bête, la question, vous savez, on parlait beaucoup à une époque, et les hommes politiques en parlaient, enfin les hommes et les femmes politiques en parlaient beaucoup, de la pénalisation du négationnisme du génocide des Arméniens. Bon, en réalité, à part certains juristes partisans d'une décision de la Cour de cassation qui fait la différence entre la voie civile et la voie pénale dans la lutte contre le négationnisme, qui est une jurisprudence qui date de la fin des années 90, donc vraiment très peu de juristes, c'est les Arméniens qui utilisaient le mot pénalisation, peut-être pas toujours à bon escient, mais peu importe. Les hommes politiques l'utilisaient tout simplement parce qu'ils nous entendaient tellement le dire qu'ils le disaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est nous qui reprenons les communications de l'Élysée sans esprit critique, sans s'en distancier. Et certains, dans la communauté arménienne, vendent cela même comme des victoires politiques, alors qu'en général, c'est juste de la communication. Alors pourquoi et comment, enfin, plutôt, qu'est-ce qui a changé pour qu'on en arrive là? Alors, je n'ai pas une réponse totale, mais il était facile jusqu'à présent de mettre nos échecs sur le dos de la puissance de l'État turc. Et c'est vrai que c'est un État puissant. Mais vis-à-vis de la diaspora occidentale, donc de l'Europe et américaine, l'État turc n'a jamais été aussi peu agressif. Je ne dis pas ça pour le disculper, je ne dis pas l'État turc a fondamentalement changé, pas du tout, il n'a pas changé, il s'est même parfois, et sur certains points, empiré. Mais il est moins agressif vis-à-vis de nous. Il faut se poser les questions. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons plus de revendications, nous ne sommes plus une gêne pour lui. Avant, Erdogan et la diplomatie turque louaient des pages dans le Figaro, dans Le Monde, pour faire la propagande de l'État turc et une propagande négationniste. Organiser des manifestations gigantesques dans les rues d'Allemagne et de France. Aujourd'hui, ils ne font plus ça, parce que nous ne leur opposons rien du tout, ou pas grand-chose.